François Bon, 1925-2025, on est le 16 janvier, vous connaissez la manip, on est toujours dans les petits carnets de Howard Phillips Lovecraft, en tout cas celui de l'année 1925, une année cruciale parce qu'il habite à New York dans un studio au 169 Clinton Street à Brooklyn. Son épouse Sonia, on va le voir aujourd'hui, pour des problèmes de santé, dû s'exiler à Cincinnati pour avoir du travail simplement. Et ça tombe bien, le 6 janvier 1926, ce sera le départ à Providence. Donc l'idée, c'est de décrypter toutes ces petites cases qu'il remplit de façon sibylline, logographique, et puis de s'aider de ce qu'on peut trouver, de bouquins, de pistes, de lettres, pour aller reconstituer quoi. Ça nous intéresse en tant que tel, ce travail d'archéologie. Ben non, c'est... comment ça vient? Le fantastique, c'est quoi le travail d'écrivain? Qu'est-ce que ça nous enseigne, nous, là, dans le rapport au monde, y compris dans ce qu'on encaisse? Est-ce qu'on se laisse... dans quoi on se laisse aller? Et tout ça, c'est... Et waouh, c'est quelque chose qui tremble. Alors, on est le 16 janvier, ça veut dire qu'on a fait déjà une... 2 semaines sur 52. Oh là là, moi des fois je vois le truc loin. Mais non, c'est pas possible, on va pas tenir. Si, on tiendra. Forcément, on tiendra. Pas le choix que tenir. Alors, par contre, là, pour moi, c'est un petit peu l'enfer. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose de formidable. C'est-à-dire qu'on est là, quelques dizaines, je reçois plein de messages directifs, des trucs. Tiens, là, t'as dit ça. Ah là, j'ai trouvé ce lien. Et souvent, ça me renvoie à l'envers. Donc, il faut que je reprenne ce que j'avais indiqué le 13. Tiens, c'est pas Gofford, c'est Goffanti. Ce que j'avais indiqué le 14, c'est pas ce truc. Formidable. Alors par contre, là, tout de suite, je dis, nous, là, on avance avec des PDF tous les jours, une petite documentation. Regardez celui d'aujourd'hui, tout de suite. Mais j'ai un grand fichier global. Alors, Word, IRAM, parce que c'est hyper lourd, où j'ai pourtant que le texte. Mais là, j'ai déjà cette ébauche sur un an, puisque moi, le projet a commencé en 2015. Alors, toutes ces rectifs, ces choses, je les corrige dans le fichier global. Ça veut dire qu'il faudrait que vous attendiez un an pour les avoir. Non. Parce que ces PDF, là, déjà, tous les jours, bon, il y a le sommaire, on peut recliquer, retrouver, ça, il n'y a aucun problème. Mais l'idée, c'est de faire des compiles mensuels. Donc, ce sera le 1er février. Quelle forme ça aura, je ne sais pas. Pourquoi pas même une petite brochure imprimée si vous la souhaitez. Mais bon, c'est comme ça que ça avance. Alors, dans ces réaménagements, bien... quelquefois, moi, là, en ce moment, je ne veux pas m'arracher les cheveux, parce qu'à l'âge que j'ai, on ne peut pas se permettre ça. Mais se dire, mais c'est pas possible, tu passes tes journées, tu passes tout le matin là à faire ça, et puis l'après-midi, tu fais un truc, et puis après, tu as la vidéo, puis il faut le montage avec la copie écran. C'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que tu peux faire le mieux de ta vie? Ouais, mais bon, il y a les autres chantiers, l'atelier d'écriture, il y a le projet Balzac et tout ça, il y a les trucs administratifs, là. Bon, mais je me dis que, de toute façon, justement, à l'âge que j'ai, c'est pas grave. Après, tu te dis même des choses plus graves. Qu'est-ce que c'est que d'être mort à 46 ans? Toi, t'en as 72. Baudelaire, et là, on va parler de Baudelaire tout à l'heure. Oui, c'est quelque chose là, tu dis, voilà, qu'est-ce que c'est? À quoi ça te sert ce rabat? Est-ce que c'est pas... qu'est-ce qui fait là que cela, là, avec les vies brèves, il y a cette espèce d'éclatement qui vient jusqu'à toi, là, comme des ondes, un petit peu, avec un côté terrifique. Et là, franchement, on joue pas. Mais je pense que quand même, là, ce mois de janvier, c'est toute une mise en place. S'approprier les personnages, retrouver Alexander McNeil, qui c'était, d'où il venait, pourquoi ça se passait mal avec le groupe à tel moment. Et puis Loveman, c'est bien, Loveman, tu le vois tous les jours. Mais d'où il vient, qui c'était ses parents, comment il gagnait sa vie. Donc je pense que tout ça, là, on est en train de mettre en place un grand truc. Et ce que j'espère, c'est que quand même, à mesure qu'on va progresser de semaine en semaine, tout ça pourra être sur de meilleures bases. Alors, par exemple, tenez, voilà, pour moi,
George Kirk habite Clinton Street au 169 et je vais réarranger l'histoire. C'est-à-dire que oui, là, la semaine prochaine, dans une semaine, il va déménager. Mais là, pour l'instant, il est à New York. Il a un petit gourbi, lui aussi. Ça ressemble comme un jumeau à celui de H.P. Lovecraft. Ah, quand même, il a un canapé et un lit. C'est un peu mieux, déjà, hein. 106e rue Ouest, c'est les beaux quartiers, là, c'est derrière Central Park. Et Kirk, c'est trop cher pour lui, et donc, comme il est inséparable de Lovecraft, il va prendre la semaine prochaine une chambre, là, justement, au-dessus de l'appartement de Lovecraft. Mais moi, jusqu'ici, là, les déambulations, par exemple, pourquoi Lovecraft, quand il ramène Kirk chez lui, c'est chez Kirk qui dort. Ouais, donc il faut que je reprenne là les 16 jours, et puis que je revérifie là, ces histoires de trajet. Mais ça, c'est pas... tout va bien. J'avais des imprécisions aussi, par exemple, sur Weird Tales, puisque vous avez vu hier, ça y est, maintenant on entre dans le dur, et Lovecraft, c'est tout bientôt, là, en février, qui va avoir sa première nouvelle dans Weird Tales, qui va être payé 35$, alors que sinon la famille lui paye 37$, et puis que sinon le reste, c'est Sonia. Et donc, retrouver les dates précises, Weird Tales, les premiers numéros. Donc là, en même temps qu'on avance, parce que pas le choix, jour le jour, il faut reprendre en arrière et remettre tout ça. Mais on va y arriver, on va y arriver. C'est formidable, là, cet apport collectif. Alors, maintenant, tout de suite, ordi, on est le 16 janvier, vous commencez à connaître la manip, y compris que pour eux c'est le vendredi 16, alors que nous on est jeudi 16. On a 2 et 3, 5, 6, c'est pas les questions de longueur, vous avez vu qu'hier là avec ces 2 lignes et demie du 15, eh bien... On a eu beaucoup à parler à cause de cette soirée-là à l'hippodrome où Houdini est venu s'asseoir là juste à côté du couple Lovecraft juste avant le spectacle, à sa propre surprise. Et là, qu'est-ce qui se passe? So es H off. So es H off. Eh bien, c'est Sonia qui doit bien repartir à Cincinnati. Elle a fait sa conférence. Ça, Lovecraft, il en parle pas pour les histoires qui le concernent d'écrivains. Mais bon, il a contribué à préparer la conférence, à la dactylographie, etc. Donc là, il l'accompagne à Grand Central. Il l'accompagne quand même. Il le dit dans la lettre à sa tante. Et puis, dans la lettre, on va la regarder, immédiatement, il dit « Immediately !» Et il part... parce que on en a parlé avec l'autre jour Belknap, donc c'est l'anniversaire de Samuel Loveman, et donc Kirk et Lovecraft ont acheté une petite d'occasion dans une boutique de brocante, une jolie petite bibliothèque à livres avec des portes vitrées et des motifs noirs et dorés. Mais Belknap Long dit attends, moi aussi. Et Belknap Long donc a décidé lui de contribuer avec ce qu'ils appellent une parure de bureau. Nous aussi, moi j'ai des machins noirs là comme ça, j'ai une paire de ciseaux, j'ai ma boîte à stylo. Bon, c'est pas la même chose pour eux évidemment, mais c'est les outils à écrire quoi. Comme Lovecraft, vous savez, lui-même il a une écritoire, c'est une espèce de rabat en cuir, et à l'intérieur il aura ça toute sa vie. Il a des enveloppes, du papier blanc pour mettre dans les enveloppes, et puis son Waterman et tout ça. Alors, je ne sais pas de quoi est faite cette parure de bureau, mais en tout cas, c'est Lovecraft qui apparemment, sur les indications de Belknap Long, va l'acheter, et on se rend là, ce sera plus simple que là, les pattes de mouche, mais vous voyez, là, c'est ce 106 Street là, qui m'avait induit un petit peu à des simplifications dans les jours précédents, mais là, 106, non, il n'y a aucune ambiguïté, donc je vais me rendre dans mon petit PDF, ce que je propose pour aujourd'hui, donc, raccompagner Sonia à Central Station, off, ça y est, elle sort du paysage. Donc c'est extrêmement, c'est un des enjeux aussi, cette complexité-là de leur relation. Évidemment, ils vont s'écrire, ils vont se téléphoner, simplement on n'a pas cette correspondance-là. Donc il va faire les courses là pour le
le bureau, la table à écrire de Samuel Loveman. Et vous savez, en tant qu'auditeur régulier, qu'il dispose de la clé du studio de Loveman, qui est à Brooklyn, pas très loin du sien, mais un peu à distance. Ensuite, lui aussi, je pense qu'à une période, il l'échangera pour une piole dans le 169. Et bien, il arrange tout ça sans le bureau. Après, il y a ce truc, ce trips to and fro. Eh ben, j'ai des trucs à faire ici et là. Je crois que c'est la première fois que Lovecraft dit, tu le vois comme un petit lapin qui court dans Brooklyn. Il retrouve donc Loveman et Reinhard Kleiner au 169, donc Loveman et Kleiner arrivent chez Lovecraft, et puis arrivent les deux autres, et tout ça c'est les événements de leur vie littéraire. McNeill, qui a un destin, on prendra le temps d'en parler de ce pauvre McNeill, et Kirk les rejoignent. Quoi, nous discutons, et Loveman, lui, il ne sait pas ce qu'il attend. Donc on va à la cafétéria, c'est sa cafétéria habituelle, c'est celle du quartier. Alors c'est pas forcément celle-ci, mais j'ai trouvé cette image-là de cafétéria dans Brooklyn, là, dans ces mêmes années. Donc cette cafétéria Tiffany, qui est celle la plus près de chez eux, c'est un intérieur de ce genre-là. C'est plutôt les tailles, les mobiliers, les lumières, c'est plutôt ça là qui compte. Et donc on attend Loveman, et là, la surprise, qu'est-ce qu'il va trouver chez lui? Et la fête dure jusqu'à 2 heures du matin, suite à la suite de quoi Kirk, McNeill et Lovecraft, là maintenant pour moi c'est facile, c'est précis, prennent le métro à 2 heures du matin, rejoignent le downtown. Il n'est pas question de, peut-être à cause de McNeill qui est plus âgé, de descendre à pied comme ils font le plus souvent par le pont de Brooklyn pour remonter Manhattan jusqu'où habite Kirk, ce qu'ils ont fait de nombreuses fois ces 15 jours. Au revoir McNeill qui habite aussi dans ce quartier de Hell's Kitchen où il y a aussi leur ami Leeds. Eh bien, Lovecraft s'héberge une fois de plus sur la 106e Ouest, donc dort chez Kirk. Ouais, on parle un peu, on s'endort. C'est tout pour aujourd'hui. On trouvera toujours quelques petites autres choses. Justement, Loveman, par exemple, parlons-en. Loveman, personnalité toujours un côté introverti, un peu discret, quelqu'un qui va évidemment, comme tous les autres, survivre plusieurs décennies à Lovecraft. Il se rencontre à Cleveland. Loveman travaille à l'époque dans une librairie. Et ses relations avec c'est pas facile. Écrire, vendre des livres. Les relations avec son patron sont pas faciles. Loveman n'est pas d'une bonne santé. On l'apprendra aussi, des problèmes pulmonaires fréquents. Un ancrage dans la culture juive qui ne pose jamais de problème avec Lovecraft, mais une fois que Lovecraft sera mort, le caractère antisémite des écrits, des lettres retrouvées de Lovecraft fait que Loveman développera une sorte de haine posthume. Et ça, on l'a déjà évoqué. Loveman, justement à Cleveland, a pu publier déjà un premier recueil de poèmes. Il n'en publiera pas beaucoup. Alors c'est une poésie, contrairement à celui qui est le plus proche de Loveman, c'est un gars qui s'appelle Hart Crane, qui a le même âge, donc à Cleveland aussi. Il partage aussi le fait d'être homosexuel dans un monde où c'est extrêmement, évidemment, dur. À preuve le suicide là de Hart Crane, je crois que c'est 1931, mais avec Hart Crane d'un côté ou la bande Lovecraft de l'autre, on est dans l'expérimentation, la novation, soit côté poésie, soit de la prose poétique fantastique. Mais non, Loveman lui s'en tiendra à une poésie vraiment un petit peu à l'ancienne, justement, avec cette fidélité-là qu'incarne par exemple Swinburne. Et ce qui fait que Loveman leur semble à Lovecraft quelqu'un un petit peu en avant, c'est qu'il a correspondu avec Ambrose Bierce. Alors cette correspondance, finalement, il n'y a pas grand-chose dedans.
Et comme par hasard, c'est Kirk qui l'a édité. C'est-à-dire les lettres, les échanges de lettres entre Loveman et Bierce. Oui, mais Bierce, il répond poliment à un jeune correspondant qui habite à l'autre bout des États-Unis. C'est des lettres très conventionnelles. Il n'y en a pas beaucoup. Mais cette petite plaquette, éditée par George Kirk, ce qui lui permet, lui, de trouver sa propre identité. Et il ne sera pas auteur, il sera éditeur et libraire. Mais pour Lovecraft et ses copains, waouh, Loveman est celui qui a échangé avec Bierce et pareil, qui a publié ce recueil de poèmes si mince et si discret qu'il soit. Et il est en même temps le plus proche de Art Crane. Par exemple, après le suicide de Art Crane, ce sera lui qui réglera toutes les affaires littéraires avec la mère de Art Crane. Quand la mère décédera, ce sera Loveman qui deviendra l'exécuteur testamentaire de Art Crane. Ce livre qui est encore hyper dense et vivant, de Brooklyn Bridge. Mais lui, il y aura d'abord une lourde hésitation, déménager à New York, repartir à Cleveland, revenir à New York, puis finalement virer de sa librairie à Cleveland, il va retrouver un travail dans une librairie à New York, et puis finalement, là encore, il sera licencié. C'est pas facile. Et jusqu'à ce qu'il puisse, mais bien après le départ de Lovecraft, monter sa propre échoppe. On peut supposer qu'elle sera centrée sur poésie. Ça ne marcherait pas forcément aujourd'hui, mais au moins, ça y est, il aura son truc. Il publiera quasiment plus rien à ce moment-là. Quelque chose qui me touche beaucoup, il a aussi publié des traductions. Et dans les traductions, il y a l'allemand, Heinrich Heine, je ne sais pas pourquoi et comment il sait l'allemand, mais en tout cas il le traduit. Et il a traduit aussi des poètes français, dont Verlaine, Sagesse, et Baudelaire. Et ça pour moi, là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui comme prolongement. J'ai mis, vous savez, je fais des petites annexes. Je l'ai mis comme si c'était Baudelaire qui, en hommage, avait traduit un poème de Loveman. Je voudrais, si vous en êtes d'accord, que ce soit notre contribution à l'anniversaire de Samuel Loveman. Alors, je ne vais pas me risquer à le prononcer en anglais, vous savez que je suis ridicule quand je fais ça. Mais Wo hat the sky of autumn clear and rose. Par contre, le Baudelaire, vous êtes un beau ciel d'automne clair et rose. Mais la tristesse en moi monte comme la mer et laisse en refluant sur ma lèvre morose le souvenir cuisant de son limon amer. C'est un des plus beaux poèmes de Baudelaire. C'est celui où il y a, vous savez, mon cœur est un palais flétri par la cohue. On s'y saoule, on s'y tue, on s'y prend aux cheveux, un parfum nage autour de votre gorge nue. Eh bien, vous prendrez le temps d'aller regarder comment Loveman rend compte de ça. Alors, c'est qu'aussi, il y a ce côté, pour moi, très, très secret, mais très, très décisif, là, dans l'affaire, c'est que dès que Lovecraft commence à correspondre avec Loveman, et puis qu'il y a ce voyage à Cleveland grâce à Sonia, où il le rencontre, Loveman devient une sorte de personnage écrivain dans les rêves de Lovecraft. 2 fois. Et il intervient dans les rêves de Lovecraft comme l'écrivain que Lovecraft n'est pas encore. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, Nyarlathotep, sur mon site, vous retrouverez ça facilement, et surtout un texte qui s'appelle « Déposition de Randolph Carter ». Il s'agit de quoi ? Lovecraft le raconte à son ami, Galpin. Il le raconte par lettre. Ce qu'il raconte, Galpin ou Kleiner, peu importe, facile à retrouver. Que dans son rêve, il y avait Loveman, et Loveman s'enfonçait dans la terre en tirant derrière lui un câble téléphonique, et donc ils échangeaient à la voix, comme ça, la voix s'éloignait de plus en plus à mesure qu'il descendait dans ce fond de la terre, et puis à un moment, quelque chose d'horrible menaçait Loveman, descendu là dans le fond des abîmes, et il disait là, à Lovecraft, le rêveur, de se sauver, de partir aussitôt. L'autre est tétanisé, ne veut pas. Et ce rêve, eh bien, ensuite, non seulement Lovecraft en fait une fiction totalement décalquée du rêve, mais il invente un personnage, Randolph Carter,
qui jusque dans l'affaire Dexter Ward sera une sorte de double écrivain récurrent, dans l'innommable aussi, de H.P. Lovecraft. Et ce jeu-là, comment penser que c'est dans leur quotidien, il n'y a pas là sans cesse une ambivalence, truc comme ça, mais en tout cas le respect que Lovecraft et ses copains témoignent à Samuel Loveman, évidemment, est lié. Alors, je vais juste vous montrer quand même la lettre. Donc c'est la lettre du 22 janvier, ce sera dans une semaine, qui maintenant on va beaucoup s'appuyer, heureusement qu'on a ces documents, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, Lovecraft envoie à sa tante Liliane, ou parfois à la tante Annie, de toute façon, quand c'est Liliane qui reçoit la lettre, elle la fait lire à Annie, et réciproquement, une sorte de développer. On peut supposer même que ce qu'il note dans son calepin, c'est une sorte d'aide-mémoire pour ces lettres qui ont fonction d'un journal. Elles sont le journal de Lovecraft. Mais le journal n'existe que parce qu'on l'envoie aux deux tantes. Alors, vendredi, Sonia repartit pour Cincinnati, donc mention, je l'ai accompagnée à Grand Central, et ce que je vous disais, immediately afterward, elle est partie, allez on y va. Je suis parti chercher cette garniture de bureau pour Loveman, qui était le cadeau de Sonny, donc de Belknap Long. Ensuite, je suis revenu à son studio, et j'ai arrangé cela. J'ai installé cela avec le plus grand soin. J'ai la clé de son studio, on le savait. Puis je me dépêchais de revenir pour une réunion des Boys, The Boys, avec Kleiner, Kirk, Loveman qui n'est pas encore, et ce bon vieux McNeil qu'on appelle Mac et dont on parlera là, dès qu'on pourra, parce que je suis un peu mâché de ce que j'ai appris et découvert sur le destin de ce McNeil, mais pas tout à la fois, pas tout chaque jour. Une petite période de discussion, ça, ils n'ont jamais été avares de ça, et là, tout d'un coup, on remonte chez Loveman, et ce qui découvre, la magnifique table avec des stylos, du papier, des gommes et des buvards, et qu'on avait préparé à sa plus grande surprise. His rapture was of appropriate magnitude. Et puis, ce fut une charmante soirée. On s'est dispersé pour la nuit. Dans le journal, il dit qu'il était 2h30 du matin. Il précise pas l'heure pour la vieille tante. Il lui dit, par contre, je dis dispersé, mais en vrai, j'ai raccompagné Kirk jusqu'à son antre, 106e rue. Et c'est là où, pour moi, je commençais à reprendre un peu tout ça. Justement, heureusement, parce que comme ça, on va le voir arriver, Clinton Street. Well, after a short sleep in our closet, here on the couch, high across the bed, après un bref sommeil, sans même enlever nos habits, lui sur le canapé, moi en travers du lit, etc. Voilà, on est le lendemain, et le lendemain, ce sera, devinez, le lendemain, ce sera demain. Alors, il nous manque, avant que vous protestiez trop vite, un des éléments si importants de notre petit rituel, c'est la visite au New York Times. Alors, New York Times, janvier 16 1925, on est vendredi, à la une, par exemple, ça, on reviendra à l'intérieur avec des photographies, toute une suite de peintures anglaises, Gainsborough, etc., Reynolds, Gainsborough, Van Dyck, Franz Hals, qui viennent enrichir les musées d'Amérique, pomper à l'Europe. Il y a un article très curieux que je crois que les deux, je vous ai mis, non, c'est plutôt celui-ci. C'est l'histoire d'un boxeur, un boxeur célèbre, un grand boxeur. Et ce jeune type, champion des poids légers, sa femme, dans la peur des chocs encaissés, des trucs nerveux, le contraint à se retirer de la compétition.
qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens? Bon, on va pas en faire... mais cette problématique du sport, qui va devenir par exemple très importante dans les années 34-38, y compris dans les idéologies fascistes, on la voit naître ici. On voit naître ces aspects du sport qui, a priori, sont des choses très neuves. La preuve, elle est dans la première page du Times. Et regardez, en bas, alors je vous le montre très très vite, je fais tourner ma petite souris parce que je voudrais y revenir très très vite. C'est celui-ci que j'ai traduit dans mon petit PDF. Il y a d'autres choses à signaler. Si on parcourt très vite, ce que j'ai aussi retenu, voici donc les peintures de Frans Hals, Van Dyck, Gainsborough, qui viennent d'être importées. On a tous les faits divers qu'on a déjà croisés, ce fameux type là qui a dévalisé le train de Long Island. Il y a une histoire que j'ai pris là à cause de, vous savez, Ambrose Bierce. Je vous ai aussi mis dans le dossier là, ces nouvelles, ce qu'il appelle le club des parricides. Le club des parricides, c'est les enfants qui tuent leurs parents. Bah, c'est gentil. Bah, là, c'est un fait divers, mais là, c'est pas une histoire d'Ambrose Bierce. C'est une jeune fille de 16 ans qui a tué sa maman parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais elle le regrette. Mais moi, c'est ça qui m'accroche, quoi. C'est aussi ce qui nous dissout le temps, c'est ce qui nous émiette le temps pour que nos petits bonshommes littéraires, là, soient installés dans un temps si important pour eux. Alors, l'éclipse, ce sera le 25, maintenant, ça se rapproche, c'est un compte à rebours. Tous les jours, il y a des choses sur l'éclipse, la préparation de l'armée, etc. Et les mesures que se préparent à faire à tous les astronautes, puisque l'éclipse va être totale, et puis que nous, nos petits copains, vont aller en haut de New York, à Yonkers, pour l'observer. Toujours les publicités, évidemment, de toutes sortes. Celle-ci, je ne voulais pas recopier, alors que, tiens, on va le faire quand même. Je vais bien lui trouver une petite place, tiens, dans le PDF à réaménager, que ce soit demain. Kelvinator, leur réfrigérateur. Et on n'est pas encore dans frigidaire, mais on est dans Kelvinator. Il y a les degrés Celsius et il y a les degrés Kelvin. Et Kelvinator, le plus vieux réfrigérateur électrique. Et vous voyez comme il est beau, on va le grossir un peu. On le présente tout de suite avec ce qu'on peut mettre dedans. Eh bien sûr, ça c'est toujours d'ailleurs dans les beaux frigos US, la machine à glaçons, le coin, est-ce que c'est de congélation? Mais on a, tenez, regarde, vous vous souvenez cette petite histoire d'Hitchcock où une femme déglingue son mari avec l'os d'un gigot congelé. Et puis ensuite, les flics, ils sont toujours là à chercher l'arme du crime, et elle leur propose, vous allez bien manger quelque chose. Et elle leur fait manger précisément ce gigot décongelé. Le cake, le lait, et tout ça. Là, on a des indices de quelque chose qui change. Oh, vous savez, réfrigérateur, Lovecraft, ça, il ne connaîtra pas. J'avais retenu aussi une publicité, cherchons-la dans le petit PDF, je l'ai mise ici, une publicité pour une ligne de paquebot transatlantique, mais qui propose uniquement No Other Passengers Carried, un tarif 3e classe, et donc qui permet de aller-retour pour Londres ou Boulogne, $180. C'est-à-dire que ça invente, là, vous savez, les compagnies low cost d'aviation, ça y est, on peut traverser l'Atlantique en dehors là, de toute cette mythologie du paquebot très cher. Allez, tout le monde même classe unique, par la White Star Line ou la Red Star Line. Alors que j'avais aussi pris là, le projet. Alors, dans les petits articles là que je vous ai cités, j'en ai un autre que c'est le projet de ficher les empreintes digitales du pays tout entier. Alors, vous savez bien sûr toutes les discussions que nous on a sur les fichiers ADN et tout ça. Bon, là, on est
évidemment, là encore, dans des petites choses tellement sismiques de nos sociétés. Et l'article que je vous montrais en première page et dont je vous donne la traduction, il est temps d'y revenir et on s'en tiendra là. Voilà ma publicité pour la ligne à tarif unique. Et en bas de la première page, en bas de la une, on va se le mettre en très gros. On tente des expérimentations de transmettre des films par les ondes radio. Monsieur Francis Jenkins, inventeur, envisage la réalisation de tests dans un futur proche pour la transmission sans fil d'images animées. Nous sommes le 16 janvier 1925. Vous êtes bien d'accord que une telle invention, ça n'a pas d'avenir. À demain.